Bien, sans plus attendre, j'ai le grand plaisir d'animer cette première table ronde sur les enjeux de la démocratie en santé. Je remercie tout particulièrement Michel Clanet de m'avoir proposé cette animation et je vous promets à tous, Michel, je te promets particulièrement d'être très rigoureux sur la gestion du temps de manière à relayer. Si, on va essayer. La notion de démocratie en santé, notion, Michel Clanet vient de le dire, polysémique, polymorphique également, qui, d'une façon très, très générale, va pouvoir se définir comme la démarche qui associe l'ensemble des acteurs du système de santé dans un esprit de dialogue et de concertation. L'idée est de faire de la personne, tant dans la relation sanitaire que médico-sociale, un acteur direct de sa santé, un citoyen participatif aux décisions la concernant. C'est une notion qui s'inscrit dans un courant juridique qui se veut, au moins dans la relation de soins, comme très favorable à l'autonomisation de la personne, c'est-à-dire à la reconnaissance spécifique des droits de la personnalité appliqués à la relation de soins, des droits fondamentaux qui sont attachés à la personne dans la protection de son âme, dans la protection de son corps, autour d'une notion matricielle finalement, qui est la notion de dignité de la personne humaine, notion inscrite dans la première loi dès la première loi de bioéthique du 29 juillet 1994 et que l'on retrouve ensuite déclinée spécifiquement pour les droits de la personne dans la relation de soins dans la loi du 4 mars 2002. Une dignité qui va s'exprimer effectivement dans la conception pleine et entière de la personne, puisqu'il s'agit non seulement de respecter la personne à travers son corps, la sacralité de son corps, offrant ainsi des possibilités telles que le droit de refuser des soins et de l'opposer aux professionnels. C'est aussi évidemment l'hypothèse de la non-instrumentalisation du droit, hypothèse qui remonte déjà aux textes fondamentaux et en particulier au Code de Nuremberg dès 1946, et puis logiquement le respect de la dimension, je dirais plus morale, la dignité, le respect évidemment du secret, de la discrétion, de l'honneur par là aussi de la personne dont la santé est une des composantes. C'est donc une grande chance, et dès 2002 on évoquait le grand espoir que de reconnaître cette notion de démocratie en santé, qui va placer la personne en tant que sujet dans la relation de soins, ce qui n'est pas sans risque non plus, puisque reprenant un petit peu la formule qui est énoncée par Norbert Elias notamment, elle pourrait amener à glisser vers ce que l'on pourrait appeler une société des individus, dans laquelle effectivement l'idée d'une certaine puissance, celle de pouvoir exprimer son avis, de pouvoir l'opposer aux autres, mais également de faire de chacun des participatifs décisionnaires à la décision, et notamment en santé, amène à s'interroger sur la dimension de la démocratie participative, peut-être même au risque de compromettre l'idée de la démocratie représentative dans la tradition française. C'est donc une révolution culturelle qui a été amorcée il y a une trentaine d'années, qui porte, d'où le thème pertinent qui nous est proposé, des enjeux à plusieurs niveaux. Des enjeux stratégiques au plan du droit, des enjeux stratégiques dans les politiques de santé, bien évidemment, des enjeux stratégiques dans le management et dans le management stratégique aussi des structures et des établissements de santé, des enjeux aussi philosophiques, et Madame, vous venez d'en parler. Il y a donc plusieurs dimensions, plusieurs facettes à évoquer, et pour cela, eh bien, j'ai la chance d'être admirablement entouré par des spécialistes de ces questions. Alors, peut-être vais-je commencer par mon extrême gauche, le docteur Michel Chassan, vice-président du Conseil économique et social, environnemental, membre de la gouvernance et de la Convention citoyenne sur la fin de vie.
Vous êtes, Michel, auteur de nombreux articles dans le domaine de la santé et votre éclairage en tant que médecin aussi nous apportera une dimension évidemment très pragmatique sur ces questions. Sandrine de Montgolfier, qui est à côté de moi. Sandrine, vous êtes maître de conférences en éthique médicale et en sociologie de la santé, titulaire d'une chaire de recherche démocratie en santé et engagement de la personne, notamment impliquée dans la relation d'oncologie, dans le domaine de la cancérologie, auprès de l'université d'Aix-Marseille, ainsi qu'à l'Institut Paoli Calmettes. À ma droite, immédiatement, Karine Lefeuvre. Karine, vous êtes professeure à l'École des hautes études de santé publique. Vous êtes surtout vice-présidente du Comité consultatif national d'éthique et vous allez évidemment, avec votre expérience double, apporter un regard particulièrement pertinent également sur cette question. Et enfin, Alexandre Berkès, qui a souhaité peut-être apporter plus précisément des précisions sur sa présentation, chargé d'enseignement à l'EHESP et également rattaché auprès du cabinet du Premier ministre. Je vous laisserai apporter des précisions là-dessus, Alexandre. Moi, c'était pour présenter surtout l'autre dimension que la dimension gouvernementale, qui est justement celle à partir de laquelle je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais je suis co-directeur du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, qui est une organisation qui est ancrée au CHU de l'Université de Montréal et qui est composée justement de patients, de représentants d'usagers et de professionnels de santé, pour justement accompagner les professionnels de santé à intégrer les usagers au sens large, mais les personnes en situation de handicap, les patients, les proches aidants, dans les projets qu'on va discuter aujourd'hui. Merci beaucoup. J'évoquerai bien la bienséance au prisme de l'égalité homme-femme, mais c'est pour des raisons essentiellement matérielles que je vais donner la parole tout d'abord au docteur Michel Chassan, qui a un impératif et à qui je laisse tout de suite les mots. Je suis désolé. D'abord, merci de m'accueillir à Toulouse. C'est avec une certaine émotion que je reviens ici, parce que mon cursus médical, je l'ai suivi ici, même si j'ai exercé toute ma vie ailleurs et que je suis dans d'autres fonctions dans la capitale. Non, simplement, c'est très difficile de parler après ce que vous avez exposé, madame. Je vais un tout petit peu parler de démocratie, mais à mon niveau. Voilà. Alors, d'abord, je représente ici le Conseil économique et social environnemental. Peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est, donc 2-3 mots. C'est donc un conseil qui a un rôle de conseil du gouvernement et du Parlement et qui participe donc à l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques. Il y a 3 piliers, comme son nom l'indique, économique, social, environnemental. Sa composition, c'est 175 membres qui sont désignés par les corps intermédiaires. Et l'ensemble, ça forme la société civile. Ceux qui désignent sont les partenaires sociaux, les associations, les organismes de jeunesse, l'environnement, l'économie, l'outre-mer, enfin bref. Donc je ne détaille pas tout ça. Nous avons, de par la réforme de 2021, qui est donc toute fraîche, un certain nombre de missions nouvelles. La première des missions, c'est la participation citoyenne. Et notamment, sous diverses formes, notamment les fameuses conventions citoyennes, je vais en parler 30 secondes. Mais aussi sous forme de pétition. Désormais, toute pétition qui dépasse le seuil critique de 150 000 participants, eh bien, doit être saisie par le Conseil économique et social et instruit. Ça, c'est une nouveauté. Et une deuxième nouveauté sur laquelle je ne m'étendrai pas, c'est la subrogation, c'est-à-dire de consulter le Conseil en lieu et place d'un certain nombre d'autres entités, à charge pour le Conseil, évidemment, de rentrer en contact avec eux pour travailler. Voilà. Alors, le constat que nous faisons aujourd'hui, il est double. Le premier constat, c'est, et là je vais aborder la démocratie, mais je dis bien à mon niveau. Le premier constat, c'est une panne démocratique, mais pas au sens où vous l'évoquez, encore qu'on pourrait en discuter, mais au sens électoral du terme. C'est-à-dire qu'on observe, et notamment chez les jeunes, de façon assez nette, un recul dans la participation démocratique sous forme électorale. Et ça nous inquiète très fortement. Deuxième constat, c'est qu'on est, j'enfonce une porte ouverte, mais je le dis, dans une société de plus en plus fracturée. Et donc ça nous pose d'énormes problèmes. Alors, au CESE, on n'oppose pas toutes les différentes formes de démocratie que vous avez fort bien exposées, sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais il y a d'autres notions. En particulier, on
peut appeler la démocratie directe, qui s'oppose, ou qui est complémentaire, enfin, en tout cas, à mon avis, qui s'oppose à la démocratie dite représentative et à la démocratie participative. Et donc, c'est parce que nous pratiquons donc, au quotidien, au sein du CESE, la démocratie donc, représentative, qu'il nous a semblé utile de compléter notre travail par des actions de démocratie participative. Et on n'a pas entendu que la loi donc, nous donne cette possibilité pour travailler dans ce sens-là. Et on a expérimenté diverses formes de participation au sein du CESE. Ça n'a pas été facile, hein, parce que expliquer à tout le monde que finalement on est désigné, qu'on représente et que par voie de conséquence, on se suffit à soi-même et qu'il n'y a pas besoin de faire appel à d'autres compétences et à d'autres méthodes, c'est pas simple, mais nous y sommes parvenus de mettre en place un certain nombre d'expérimentations. Alors ça prend diverses formes. La première des formes, c'est les pétitions. Dès la révision constitutionnelle de 2008, ce sujet donc, a été mis sur la table. Et donc nous avons travaillé dans ce domaine-là. Ça veut dire que dès lors qu'une pétition dépasse, donc on a une cellule d'écoute, on a une cellule de recueil des pétitions, et dès qu'elle dépasse un certain seuil, eh bien on s'en saisit. On s'en saisit évidemment si le sujet n'a pas été traité l'année dernière, ou si le sujet mérite de l'être. On réfléchit quand même avant, mais le plus emblématique, on a fait un avis sur l'hôpital à travers une pétition qui avait été extrêmement forte. Autre sujet, il y avait, souvenez-vous, le mouvement des Gilets jaunes, et à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, au cours de ce mouvement, il y avait une pétition qui a dépassé plus d'1,5 million de pétitionnaires. C'était sur le prix du carburant. Et donc, on a travaillé au CESE sur un avis qui s'appelle « Fracture et transition ». Et c'est dans ce cadre-là donc, qu'on a mis en place, non seulement on a utilisé la pétition, on a mis en place une plateforme participative, c'est une autre forme, une plateforme participative en ligne qui permet à chacun de s'exprimer, qui permet de recueillir, qui permet d'échanger entre eux. C'est pas uniquement dans un sens, c'est aussi, ça peut être transversal. Et donc on a mis en place ce genre de plateforme dès l'année 2018. Et si bien qu'aujourd'hui on a un outil qui est assez perfectionné, qui donc peut être utilisé par ailleurs. Et donc nous avons mis en place, à partir d'une pétition, une plateforme participative, et puis nous avons mis en place un groupe citoyen. Un groupe citoyen, il peut y en avoir de deux formes. Soit vous avez un groupe citoyen, alors ça dépend de l'importance, ça peut être un groupe citoyen de 30 personnes, 50 personnes, 18, 15, peu importe. La première expérience qu'on a fait, c'est un groupe citoyen de 30 personnes, 28 très exactement, donc une mini-France, entre guillemets, parce que c'est très compliqué avec 30 personnes de faire une mini-France, évidemment, hein, mais avec une représentation la plus fidèle possible de ce qu'est la représentation de la population française. Et donc, nous avons mis en place un groupe qui travaillait en parallèle par rapport aux formations de travail traditionnelles que nous avons au CESE. Donc ça, c'est la première expérimentation. Nous avons par la suite expérimenté une autre forme de groupe citoyen. On va appeler ça les mini-publics, à travers un groupe de la même importance, mais inclus dans la commission de travail. Et donc là, c'est une autre modalité qui est très différente, ça donne des interactions très différentes et ça produit de façon très différente, notamment sur la démocratie chez les jeunes, sur le recul de la démocratie chez les jeunes. Je donne un exemple parce qu'on en a fait plusieurs expérimentations. Et puis, de fil en aiguille, on est monté en gamme, si j'ose dire. Et donc, on a été saisi par le gouvernement pour organiser, et voici maintenant 2 ans, une convention citoyenne sur le climat. Et donc, cette convention citoyenne sur le climat est une machine extrêmement importante qu'on a mis en place et qu'on a organisée. Et puis, récemment, nous avons également donc, été saisis pour organiser une convention citoyenne sur la fin de vie. Et donc c'est sur celle-là que je vais m'attarder 30 secondes. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps ou je suis à peu près... Bon. Alors, cette convention citoyenne sur la fin de vie, quelques chiffres quand même. Hein. C'est
69 experts qui ont été auditionnés, 56 heures d'ateliers en sous-groupe, 20 heures de débat et de restitution donc, en hémicycle, 250 questions posées aux vérifications de faits, je vais y revenir, et ça donne un résultat, je vous invite à lire, qui est quand même très intéressant, 146 propositions qui ont été adoptées, 65 qui portent, je ne rentre pas sur le fond, hein, parce qu'on peut évidemment rentrer sur le fond, 65 qui portent sur l'accompagnement et le renforcement de cet accompagnement de la fin de vie, hein, c'est tout le sujet des soins palliatifs et autres, et 81 propositions pour ouvrir l'aide active à mourir, selon un parcours d'accès à cette aide active à mourir, avec un nuancier d'opinion, c'est dire le degré donc, de précision où tout ça a été mis en place. Alors ça repose sur un tirage au sort de 185 citoyens, ce qui n'est pas rien, à partir du numéro de téléphone généré de façon aléatoire, 85% de téléphone portable, 15% de téléphone fixe, puisque tout le monde n'a pas de téléphone portable si on veut donc toucher toute la population. Selon 5 critères, sexe, âge, situation géographique, diplôme, catégorie socio-professionnelle, je ne détaille pas, mais quand même, 9 week-ends de travail sur 4 mois, 9 week-ends de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, sur 4 mois, concentrés sur le mois de décembre 2022 jusqu'en avril 2023, 27 jours au total de travail, 3 phases, 2 séances donc en décembre sur l'appropriation, la rencontre entre les citoyens, la remise d'un socle documentaire, enfin bref, on pourrait là aussi détailler, 4 séances de janvier à février sur la délibération, hein, c'est-à-dire quels sont les nœuds délibératifs à travers des auditions qui ont été réalisées pour que, au fil du temps, les citoyens puissent construire quelque chose, et 2 séances de mars-avril, qui est la séance d'harmonisation et de restitution des travaux. En clair, c'est l'adoption et la priorisation des grandes orientations et l'élaboration de ce qu'on appelle un livrable. Voilà. Alors, 2 mots pour terminer. Il y a beaucoup d'acteurs c'est toute une machinerie hein, pour organiser une affaire de ce style. Il y a une organisation stratégique et opérationnelle. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un comité donc, de gouvernance, 14 membres, dont évidemment je faisais partie. Il y avait également le comité national d'éthique, hein, dont 2 membres éminents, le président et que vous connaissez, Jean-François Delfrécy, et François Stas, donc, qui est un conseiller d'État qui siégeait. Et puis l'originalité, 2 citoyens qui avaient participé à l'expérience de la Convention citoyenne sur le climat, afin donc d'avoir donc un retour vraiment d'expérience. En appui aux travaux, on avait un certain nombre d'experts et de personnalités qui ont été auditionnés. On avait ce qu'on appelle des fact-checkers, c'est-à-dire des vérificateurs de faits, et des garants, 4 garants internationaux chargés de veiller au respect des principes, etc., faire en sorte que les principes, alors là pour le coup éthiques, hein, soient respectés donc dans le cadre de cet exercice. Et les observations des garants étaient publiques, donc publiées sur le site donc, du CESE. Et puis sur le plan opérationnel, évidemment, on fait appel pour le tirage au sort à un institut de sondage. Pour les animations, il y avait 27 personnes au total, 4 entités, 4 sociétés prestataires extérieures, 4 coachs, parce qu'on était sur un sujet extrêmement sensible. Hein. La fin de vie, ce n'est pas un sujet qu'on traite, c'est pas comme la circulation automobile, hein, c'est un peu plus compliqué. Hein. Donc il faut évidemment qu'on a eu des difficultés. Hein. Certains ont eu des malaises, enfin, on a eu des mal-être, enfin, c'était quand même un peu compliqué. Chacun, ça renvoie en plus à sa propre expérience personnelle, etc. Ce sont des sujets très compliqués. Et donc, les modalités de travail, c'était soit des modalités en plénière, c'est-à-dire les 180 citoyens ensemble, soit en grand groupe, un groupe de 30 à 60 citoyens, soit en sous-groupe, hein, 30 citoyens, voire même parfois 10 citoyens. Voilà. Donc tout ça nous a amené donc à conduire les travaux à travers des nœuds de débat, j'en ai parlé tout à l'heure, à travers la technique de controverse, c'est-à-dire l'argumentation et la contre-argumentation, le recours fréquent au vote, soit des votes de tendance pour connaître les priorités du collectif, soit des votes de décision pour arbitrer sur les propositions, sur des votes de méthode, c'est-à-dire quel livrable, quel plan on va adopter, sous quelle forme, etc. Et puis la restitution, alors là, originalité, pour restituer, c'est une élection à 2 méthodes ont été employées, soit l'élection sans candidat,
comme un truc assez nouveau quand même, hein, c'est-à-dire que c'est l'Assemblée qui désigne quelqu'un, et soit le tirage au sort, donc pour désigner les représentants qui vont soit restituer l'ensemble des travaux dans l'hémicycle, à la globalité, soit devant la presse également, soit à l'Élysée, puisqu'on a été reçu à l'Élysée. Voilà, tout ça, je termine, c'est mon dernier mot, vraiment, ça a un coût, ça mobilise beaucoup de gens, vous l'avez compris, ça a un coût quand même, parce que le chiffre, c'est près de 5 millions d'euros, hein, 4,9 millions d'euros, dont 36% étaient consacrés à l'indemnité des citoyens, puisqu'ils étaient rémunérés pour venir, et avec une indemnité pour perte de ressources, pour ceux qui, évidemment, travaillaient, les frais de déplacement, les frais d'hébergement, en fait, tout ça est naturellement bien normal, mais quand vous avez 180 participants, évidemment, ça a un certain coût. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. Je prends la parole et je remercie vraiment les organisateurs de m'avoir invité, convié à cette table ronde. Comme rappelé précédemment, je parlerai avec une casquette de chercheur en éthique médicale et en sociologie de la santé. Et donc, j'aimerais vous apporter un éclairage de mon point de vue universitaire. Donc, mes travaux ont porté, depuis ma thèse, sur l'interface entre la question des innovations et de leur mise en œuvre, la question de l'information des citoyens, l'information des patients concernés, et comment, dans la recherche, dans le soin, il était nécessaire de se donner un cadre pour pouvoir travailler, accompagner, soutenir les professionnels concernés dans cette démarche d'information et d'accompagnement des personnes concernées. Cette réflexion m'a menée évidemment sur le champ du consentement, de l'information, de la décision. Mais ces études, bien sûr, je les ai menées sur, et non pas avec les patients, souvent avec les professionnels néanmoins. Et j'ai découvert en 2015, par une expérience de concertation citoyenne sur le dépistage du cancer du sein, une modalité de travail que vous avez longuement décrite, donc je ne vais pas la reprendre, mais qui nous permet effectivement de s'interroger avec des personnes qui, au départ, n'ont pas forcément l'ensemble de la connaissance, mais en apportant la connaissance, comme vous l'avez décrit, et de faire émerger la parole en connaissance de cause de ces personnes qui n'ont pas forcément, comme vous l'avez décrit, madame, les compétences argumentatives, mais qui arrivent très nettement à s'exprimer sur des sujets complexes et à apporter de l'originalité dans les points de vue qui sont apportés par rapport à tout un champ d'experts et d'expertise nécessaires, bien sûr, à la prise de décision finale, mais un éclairage qui bouleverse, pousse peut-être dans nos retranchements notre manière de penser. Depuis, mes travaux ont évolué. Je suis maintenant titulaire donc, de la chaire de recherche en démocratie en santé dans le champ du cancer, qui possède 3 objectifs. Décrire comment se vit cette démocratie en santé dans ce champ particulier de la recherche. Cette chaire est financée par l'Institut national du cancer. Mettre en œuvre des recherches participatives, non pas pour dire qu'il faut toujours faire de la recherche participative, mais plutôt pour dire comment mettre en œuvre cette recherche participative quand elle est nécessaire et quand on peut en avoir besoin. Et je vous en parlerai un tout petit peu pour tout à l'heure, et continuer mes réflexions sur la mise en œuvre d'une décision médicale partagée en outillant peut-être les partenaires de cette décision médicale partagée, des outils pour favoriser cette décision. Donc j'aimerais vous donner quelques éclairages peut-être sur mes premières réflexions sur ce qui se passe dans le champ du cancer. Et je pense que Alexandre poursuivra sur d'autres champs de la santé et peut-être permettra des comparaisons. Les états généraux du sida, vous savez, qui ont émergé dans les années 90, se sont poursuivis par les états généraux de la santé. Et en 1998, s'est déroulé les états généraux de la Ligue contre le cancer. Et là, les organisateurs ont été un peu pris de court, puisque ceux qui ont pris la parole, nombreux étaient dans la salle et non pas sur le pupitre, on va dire. Et cette prise de parole un peu inattendue des patients, des associations de patients, des personnes concernées, a un peu bousculé cette organisation. Et c'est de ça qu'a émergé le premier plan cancer 2003, qui a effectivement
en particulier fait progresser, je l'espère, le champ de, par exemple, l'annonce du cancer, en essayant de donner un cadre à celui-ci, des repères. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, loin de là, il y a encore beaucoup de travail. Mais disons que ça a permis de faire émerger une réflexion qui n'était pas aussi présente avant. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous dire que forcément, il y a une histoire à cette démocratie en santé dans le champ du cancer. Et depuis, les institutions de l'INCa, dans les CSCC, dans les CHU, dans les mouvements associatifs, foisonnent d'efforts pour déployer cette démocratie en santé. Par exemple, donner quelques exemples, le professeur Marin Ninki, qui était directeur du CLCC de l'Institut Paoli Calmelt, a été le premier à mettre en place des comités patients avant la loi sur la démocratie en santé de 2002. À l'INCa, lorsqu'il y est arrivé, il a mis en place le premier comité de démocratie sanitaire au sein d'une institution sanitaire et essayé de penser son rôle au sein de l'institution, comme par exemple le rôle des patients partenaires dans ce comité, dans les comités d'évaluation des projets de recherche que l'Institut finance. Alors, c'est encore à améliorer, il y a beaucoup de points d'amélioration et rien n'est parfait pour l'instant, et on peut dire, beaucoup diront que c'est balbutiant encore. Balbutiant, par exemple, parce que le fait qu'aujourd'hui, les CLCC cherchent à travailler différemment avec les patients, peut-être des patients partenaires. Il y a beaucoup d'exemples là, qui commencent à se mettre en œuvre, mais c'est absolument pas du tout systématique, ça reste anecdotique de mon point de vue. Même s'il y a de très belles expériences en cours, avec un rôle parfois ambigu, de rôle de ces patients dans ces comités institutionnels. Quel pouvoir ont-ils, par exemple? Sont-ils consultatifs ou ont-ils un rôle à jouer pour faire évoluer le cadre? Par exemple, à l'Institut national du cancer, quand je vous parlais de ces comités d'évaluation, ils n'ont qu'un rôle consultatif pour l'instant. Ils sont présents systématiquement, mais ont un rôle consultatif dans le choix. Un autre point, et je terminerai là-dessus, donc je vous disais que je mène des projets participatifs pour essayer de voir comment mieux impliquer des patients et des associations de patients, des aidants, dans des projets d'amélioration, en particulier des parcours de soins. Plusieurs de ces projets sont financés aussi, donc je pense qu'aujourd'hui, on est prêt finalement à financer ce type de projet, à le prendre en compte pour favoriser finalement une mise en commun. Mais des choses qui sont très difficiles à mettre en œuvre, c'est par exemple de rétribuer ces participants citoyens dans nos protocoles de recherche. Or, ils y passent du temps. Ils y passent du temps en relecture, on les forme parfois à faire quelques activités dans le projet de recherche, à nous aider à concevoir le projet de recherche, à l'analyser. Et ce temps, il n'est pas encore évident, et ça nécessite de beaucoup se battre pour qu'une université, un institut comme l'INSERM par exemple, imagine qu'en effet, il puisse y avoir besoin dans un financement d'avoir une part de cette rétribution pour les partenaires associatifs. Donc des questions émergent sur la faiblesse aussi des participations dans le champ du cancer, c'est-à-dire peu de personnes malades finalement s'investissent ou souhaitent s'investir. Alors c'est tout à fait normal, on est malade, on est guéri, on ferme la porte et on n'a plus du tout envie d'y penser. Je pense que c'est assez logique, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se sentent absolument concernées et aimeraient pouvoir s'investir. Donc il y a une dualité sur comment répondre à ceux qui veulent s'investir et comment susciter des vocations. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un milieu médical qui est encore assez mal informé sur le partenariat en santé, qui ne connaît pas encore bien de quoi on parle et ce que ça signifie. Et là, je pense qu'il y a une acculturation qui est nécessaire et qui va prendre du temps. Mais bien sûr aussi des institutions qui poussent, mais des moyens contraints. Or, besoin de temps, comme vous le rappeliez, madame, et le temps, c'est de l'argent. Donc on a une dualité un peu là. Et on a besoin d'outils. Donc vous en avez cité, avec la concertation citoyenne, on a besoin aussi de s'outiller, nous chercheurs, je parle de mon point de vue, pour mieux favoriser cette capacité d'intégration, d'aller vers. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je crois que le temps est contraint aussi. Mais voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas.
Bon, on continue de faire dans l'ordre du coup. Alors, un mot peut-être d'abord pour vous remercier de l'invitation et vous dire bien évidemment tout l'intérêt que le CCNE qui sera présent tous les jours, puisqu'il y a le président Jean-François Delfrécy qui sera là à partir de demain, la secrétaire générale et Régis Aubry qui sera là aussi pour vendredi matin. En fait, vous incarnez ce dont on parle tout le temps dans nos travaux, c'est-à-dire ces liens entre les missions confiées au CCNE et puis les acteurs de terrain qui œuvrent à l'éthique de proximité, c'est-à-dire vous. Et alors là, j'ai la chance de vous avoir tous réunis en face de moi, donc c'est pas rien en fait. Hein, donc merci beaucoup de cette organisation aussi. Alors j'aimerais revenir dans le délai imparti. Temps restreint, mais dans un temps restreint, on peut quand même passer des messages. Moi, je voudrais juste revenir d'abord, commencer par revenir sur le titre de cette table ronde, Regard au pluriel stratégique. Et c'est vrai que c'est quand même très intéressant de voir que la démocratie en santé et l'éthique, hein, c'est devenu un enjeu politique, un enjeu de stratégie avec des acteurs, avec des étages. Vous avez évoqué des étages, madame. Moi, j'avais dessiné une échelle à côté sur mon petit papier avec les barreaux qu'on monte peu à peu. Voilà, il faut du temps, il faut beaucoup de patience. Et puis le Graal ou le Saint Graal, vous l'appellerez comme vous voulez, pour moi c'est le réflexe. Et le jour où on ne se posera plus la question de la réflexion éthique ou d'aller rechercher la parole de l'usager, eh bien on aura relevé le défi. Voilà. Et vu que l'expérience fait que j'ai l'impression que très souvent quand on me sollicite pour des conférences, etc., la petite voix qui dit « mais à quel moment vous avez associé les patients ?» Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où je continue de poser la question, donc on n'est pas encore tout en haut de l'échelle. Moi, je voulais vous dire aborder deux points, mais déjà, pour rebondir sur les deux premières interventions, on voit bien que les choses quand même sont en train de se structurer davantage, et on est dans un contexte quand même tout à fait intéressant. Bien sûr, on a tous entendu parler, les 20 ans des lois de 2002, mais qui ont donné lieu du coup à les relire. Vraiment, c'est une invitation pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Le rapport de la Conférence nationale de santé sur l'urgence de santé publique, j'ai bien aimé leur titre. Donc voilà, je voulais m'appuyer sur ce contexte, le contexte qui s'y prête, hein, de traiter cette question d'éthique et de démocratie en santé. Et puis, dans un deuxième point, comment le CCNE s'est saisi de cette question de la démocratie, outre le fait que le président est quelqu'un de convaincu, et que moi aussi, je suis quelqu'un de convaincu depuis des années sur ces questions-là. Et finalement, est-ce que le CCNE a adopté une stratégie sur ces questions? Est-ce qu'il y a lieu? Et vous verrez que finalement, c'est parti d'une conviction et que quand on lit, et Michel il faisait référence tout à l'heure, l'avis 140, on voit bien que c'est devenu une stratégie en soi, une stratégie politique. Alors, le contexte s'y prête. J'ai parlé des 20 ans et Michel, tout à l'heure, tu faisais référence au référentiel de la Haute Autorité en Santé, qui n'est pas un événement anodin du tout. C'est une vraie révolution de terrain. Et puis je sais que mon voisin qui pilote un master dans ce champ-là en est convaincu aussi. C'est-à-dire que quand on échange avec les directeurs des établissements, et à l'EHESP, on a à la fois les futurs directeurs d'hôpitaux, d'établissements médico-sociaux, personnes âgées, personnes en situation de handicap, précarité du public. On voit bien que ça y est, ils savent qu'ils doivent s'y coller par la force des choses, puisqu'il y a ce fameux référentiel. Mais quelque part, ils se disent, bon, comment faire? Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on est en train de dépasser la dimension, oui, il faut rechercher le consentement de la personne. Oui, il faut faire fonctionner le CVS avec le dernier décret. Mais ça y est, on commence à arriver au stade, comment on peut innover pour aller rechercher d'autres formes de participation, etc. Donc les choses sont en train de s'affiner, pas au même rythme partout, encore de façon hétérogène, mais il y a des appels à projets, il y a des prix qui sont remis, labels et concours depuis des années, il y a des projets de recherche, des mémoires, des sujets de mémoire dont s'en parlent les étudiants, les futurs directeurs cadres, les professionnels de santé. Tout ça n'est pas anodin et témoigne d'une prise de conscience, donc nous sommes sur la bonne voie. Les liens aussi entre les instances type CVS et les comités d'éthique au sein des établissements, voilà. Donc, la marge de progression, bien sûr, sur ce champ-là, mais aussi sur la dimension territoriale, reste encore à travailler, hein, notamment la participation de
ces établissements, ou comment porter la parole des résidents dans les débats publics, participer aux instances type CTS, RSA, etc. Alors, sur le deuxième point, le CCNE, ça va, je gère encore le temps. Comment le CCNE s'est saisi de cette question de la démocratie en santé et quelle vision stratégique? Alors, déjà, c'est très lié, bien sûr. Et dans l'histoire des avis, on en arrive, je crois qu'on en est au 143e avis du CCNE. On n'a pas attendu, bien sûr, ni la crise Covid, ni les 20 ans de la démocratie en santé pour, bien sûr, auditionner à chaque fois dans les avis des associations, aller rechercher pluralité d'opinion. Lors des États généraux, avant ceux de 2018, il y avait eu 3 grands débats, donc on avait déjà été à la rencontre de cette opinion citoyenne. Et puis on voit bien que quand même, les États généraux de 2018, je trouve d'un point de vue éthique et de démocratie en santé, ont été à un moment d'avancée quand même assez spectaculaire. Vous le savez bien, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, la mémoire est encore chaude dans vos esprits et les heures passées y sont. Tout à l'heure, madame, vous parliez d'amplitude, une nouvelle amplitude de la démocratie. Je trouve que le terme est tout à fait adapté, avec un nombre considérable et avec des modalités très différentes de manifestations de proximité, hein, sur le terrain, puisque le défi, c'est d'aller toucher les gens de terrain. Nous, on avait fait un comité citoyen de 22 personnes. Alors, Michel Chassan est en train de partir, mais je le rejoins, hein, sur la petite France. C'est une toute petite France, mais c'est quand même mieux que rien et pas rien quand même quand on voit comment ça fonctionne. Ensuite, il y a l'étape de la crise Covid. Là encore, c'est bien sûr très frais dans vos esprits. Je note que depuis tout à l'heure, par rapport au titre Soif, mon voisin n'arrête pas de boire. Bon, voilà. Donc, crise Covid, il y a eu un enjeu d'acceptabilité, bien sûr, des mesures restrictives avec toute la légitimité, les excès qu'on a pu avoir. Donc, si vous relisez les avis du CCNE, vous allez voir que ces avis ou ces réponses directes aux saisines des ministres, ils sont ponctués par ce souci de se dire mais comment on peut faire pour embarquer les citoyens et pour leur poser la question, etc. On était absolument convaincus qu'il y avait ce besoin d'aller solliciter l'opinion citoyenne. Un petit regret pour ma part, et Jean-François n'est pas là, mais il le sait bien, j'en ai déjà parlé, les conseils scientifiques, il y avait une seule personne qui représentait l'opinion citoyenne. Moi, j'ai trouvé ça dommage à titre personnel. Et puis, il y a eu quand même une mobilisation auprès du président de la République pour essayer, pendant la crise, de solliciter le comité citoyen. Alors, puisqu'il me reste une demi-minute, nous avions particulièrement insisté dans l'avis sur le déconfinement. À l'époque, on ne savait pas où on allait, hein. Donc ça datait de mai 2020, sur la responsabilité, la solidarité et la confiance. Si vous relisez, vous verrez qu'on avait particulièrement insisté sur le fait d'aller mobiliser l'opinion citoyenne. L'avis 140 sur éthique et santé publique y revient de façon assez forte. Et peut-être en guise de conclusion, 3 mots pour vous dire que le fonctionnement du CCNE lui-même a été impacté et porte la marque, mais de façon positive, de cette évolution, puisqu'on a, depuis la loi bioéthique de 2021, 6 nouveaux membres désignés par des associations, le défenseur des droits, des associations dans le champ de la famille, des personnes en situation de handicap, des patients, etc. C'est pas rien dans le fonctionnement du CCNE. Et d'ailleurs, je souhaiterais qu'on fasse une évaluation parce que c'est une révolution aussi dans le fonctionnement de cette instance qui a 40 ans. Nouveau rôle, puisque vous le savez bien, il y a les débats publics. Donc, puisqu'il me reste 2 mots, je dirais qu'il y a un rapprochement, en tout cas sur ces questions de démocratie en santé, que vous incarnez une fois encore sur le terrain avec la mission confiée au CCNE. L'exemple de la fin de vie décrit par Michel Chassan, il a parlé du CESE, mais il y a 4 autres ou 5 autres déclinaisons, dont votre implication sur le terrain, sur cette fin de vie. Donc je dirais que le défi aujourd'hui, à mes yeux, je sais que c'est partagé parce qu'on en parle souvent au sein du CCNE, c'est d'arriver à toucher les publics les plus divers possibles, des plus jeunes aux plus âgés, aux plus vulnérables, aux gens aussi en pleine santé, et aussi de rapprocher et de croiser avec les acteurs de proximité, notamment les acteurs de la démocratie en santé. Donc le sujet est particulièrement bien choisi avec cette belle photo de Toulouse.
Vous avez vu, c'est dense, hein, on vous enchaîne les uns après les autres. Alors, déjà, cette question de démocratie en santé, on l'a vu, elle ne veut pas dire la même chose pour toutes et tous. Donc moi, je vous le donne. Tout à l'heure, on a parlé d'horizontalité. Moi, j'aurais tendance à parler plutôt de danse des verticalités, comme on discutait avec Fabienne tout à l'heure, en disant que justement, peut-être une des meilleures manières de réinvestir la démocratie en santé, c'est de renommer, recaractériser et mettre en lumière tous les rapports de pouvoir qui existent. Moi, aujourd'hui, je me rends compte dans la plupart des projets où je suis que les pires des approches, c'est ce qu'on appelle les approches pour. C'est les personnes qui disent « moi, je vais agir pour le bien des personnes parce que le patient est au cœur d'eux, les citoyens sont au cœur, mais je n'ai pas besoin de travailler avec ». Parce que je pense justement que je suis par empathie, je suis capable de me substituer à ce travail-là, mais comme je suis une bonne personne et que je suis bien intentionnée et compétente, ça va générer quelque chose qui bénéficie à l'intérêt général. Or, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est très difficile de se défaire de cette petite voix intérieure qui pense qu'on va se dire, parce que je suis bien intentionné et que je suis compétent, forcément ce que je fais, c'est bon. Mais en fait, si vous regardez la recommandation HS, où justement on a fait une revue de littérature de 192 pages sur le sujet, on va voir que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est une des musiques les plus difficiles à déconstruire parce que la plupart d'entre nous, on est convaincus que c'est le cas. Alors, on va voir ce que ça implique dans la pratique. Donc moi, je vais vous parler du point de vue d'un acteur interne assez engagé sur les questions de démocratie en santé et qui a essayé de le faire au sein des institutions. Donc je me suis occupé de la réforme du programme de médecine à l'Université de Montréal, où justement on a essayé d'intégrer des patients formateurs dans la réforme et dans l'enseignement du programme de médecine qu'on mettait en place. L'intégration de patients dans justement les réseaux de recherche en santé du Canada et voir comment des patients peuvent venir au-delà de la sphère de gouvernance dans des projets pratiques au quotidien. Et quand je suis revenu en France, j'ai continué à le faire plutôt dans des services de soins, des CHU, des maisons de santé pluriprofessionnelles, etc. Donc la première chose que je voudrais mentionner, c'est qu'on a tendance justement à traiter la question de la démocratie en santé du point de vue justement de la gouvernance, dans des CDU, des commissions des usagers, dans des conseils de vie sociale, dans des collèges des usagers. Et moi je considère que c'est quasiment un des endroits, enfin je considère, ce que j'ai vu empiriquement, est un des endroits les moins pertinents par lequel commencer. Parce que l'objectif de la démocratie en santé, si on le relie à l'éthique qu'on a discuté tout à l'heure, c'est de dire « je suis un citoyen français, j'ai telle conception de la vie bonne ». Et je vais me mettre dans l'espace collectif ou au sein de cette instance pour tenter d'influencer, de débattre, de mettre en articulation ma conception de la vie bonne et celle des autres. Et une fois qu'on s'entend là-dessus, comment on organise notre service de soins, notre maison de santé, nos politiques publiques pour que cette conception de la vie bonne, du soin adéquat, puisse émerger. Donc l'intérêt même d'une CDU, d'une CVS, etc., c'est de faire émerger des pratiques qui sont dans les soins, qui sont dans la pratique de l'accompagnement, alors que comme on commence par des choses extrêmement abstraites, extrêmement réglementaires, etc., en fait, on s'enferme dans des débats idéologiques où il y a beaucoup d'histoires de posture et de pouvoir, et on est très très loin de bénéficier réellement au changement des pratiques et des contextes de pratique du soin ou de l'accompagnement des personnes. Donc, premier point de vigilance, attention à investir la démocratie en santé, toujours dans ces endroits-là, parce qu'ils sont essentiellement des trucs où on va se mettre autour d'une table de manière très formelle à échanger du point de vue du logo, justement, sur des terrains très rationnels ou rationalisants, et où forcément les inégalités de capacité rhétorique, de rationalité des acteurs entre un usager et un professionnel de santé ou d'un directeur d'hôpital fait que forcément il a de grandes chances de vous emmener là où il veut. Parce qu'il est sur son terrain. D'ailleurs, on va souvent, la CDU, elle est dans la direction qualité, on va dans tel. Donc les espaces, c'est des espaces de professionnels, avec des méthodes de professionnels. Donc l'usager, il n'a quasiment aucune chance de pouvoir changer, aménager différemment ce lieu pour faire valoir un type de savoir et de pertinence qu'il aurait. Deuxièmement, ce qu'on reconnaît aujourd'hui dans la démocratie en santé, c'est 3 contributions principales des usagers. La première, c'est qu'il peut nous amener une perspective qu'on n'a pas autrement. Si je vis au quotidien avec une sclérose en plaques et que je viens discuter avec des gens à l'hôpital, forcément, j'ai une vision beaucoup plus transversale, beaucoup plus longitudinale du parcours. Mon lien avec mon kiné libéral, mon lien avec mon médecin généraliste, etc., qu'on n'a absolument pas ou très rarement à l'hôpital. La deuxième contribution qu'on reconnaît, c'est celle de l'expérience brute. Je peux, aujourd'hui, on développe les questionnaires de recueil d'expériences patients, on développe des patients traceurs, plein de techniques qui permettent de se réancrer sur le terrain pour s'assurer que ce qu'on a voulu faire de bien en organisant le service d'oncologie de cette manière-là permet réellement, dans l'expérience, aux personnes concernées, de faire l'expérience du type de soins qu'on souhaitait faire advenir. Donc on vient les vérifier, on va construire ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. C'est-à-dire, en tant que directeur d'hôpital, en tant que chef de service, en tant que rédacteur de politique publique, on l'a construit de cette manière-là, on la déploie, et ce que littéralement, c'est ce qui se passe sur le terrain. On vient vérifier si ce qu'on s'est entendu autour de la table marche concrètement dans la réalité. Mais pour faire ça, aujourd'hui, la plupart des professionnels sont très peu équipés et ont rarement le temps pour le faire.
Donc ça, c'est quelque chose où je vous dirais, c'est quoi les solutions qui existent aujourd'hui pour accompagner les professionnels à mettre en place ces boucles de rétroaction pour s'assurer que ce qu'on a conçu ensemble et déployé correspond réellement à l'expérience des gens. Et donc là, on n'a pas besoin que les gens soient ultra compétents et des diplômes universitaires et des qualifications. On vient chercher leur expérience. Par contre, la troisième catégorie, ce qu'on appelle justement les savoirs expérientiels ou les compétences, là, on vient chercher des patients ou des personnes en situation de handicap ou des proches aidants qui ont une expérience régulière des défis de santé et qui, de ce fait-là, accumulent des savoirs expérientiels sur la manière de faire face à ces défis. Comment je fais quand je n'ai pas de médecin généraliste ou spécialiste à portée de mon domicile, que c'est compliqué? Comment je fais pour faire entendre à cette infirmière devant moi que j'ai une maladie rare particulière qui fait que je ne peux pas utiliser le traitement comme les autres, mais qu'elle n'a pas l'air d'être d'accord avec moi, donc je vais devoir quand même prendre le traitement, et ce genre de choses? Les personnes vont au quotidien développer des savoirs, des stratégies, des manières de organiser le soin ou le parcours de soins de manière à ce que leur qualité de vie, leur projet de vie puisse être entendu. Et donc c'est ça qu'on appelle aujourd'hui les patients partenaires la plupart du temps. C'est-à-dire des patients, des personnes concernées qui ont une expérience significative des défis de santé et qui développent à travers ça des savoirs qu'on va pouvoir mobiliser dans le système de santé pour essayer de faire des choses qu'en tant que professionnel, je n'ai pas la légitimité de faire, comme dans la pérédance. Si je suis une jeune ado de 17 ans qui vient d'avoir un accident, je vous prends un cas il n'y a pas longtemps, un accident de voiture qui fait que je me retrouve avec une stomie urinaire, une poche à l'extérieur, on s'est retrouvé avec un médecin qui était en grande difficulté pour essayer de parler de la manière dont désinfecter cette stomie quand elle allait rentrer à la maison, parce que la personne, en termes de pyramide de Maslow, n'était absolument pas capable de parler à ce moment-là d'enjeux techniques de son retour à domicile. Elle était en mode, j'ai 17 ans, c'est quoi l'avenir de ma vie affective et sexuelle avec une stomie urinaire? Et qu'est-ce qui a débloqué? C'était la voix d'une personne passée par un parcours relativement similaire et dans lequel elle a pu se projeter sur un avenir positif, désirable et dans lequel il y avait quand même une vie affective et sexuelle qui était envisageable. Et là, après, bizarrement, le médecin qui est arrivé dedans, là, il a pu déployer pleinement ses compétences, sa légitimité pour faire ce qu'il est capable de faire avec le plus d'efficacité et de valeur ajoutée. C'est bien, je n'ai pas commencé, c'était l'intro. Alors, maintenant, comment choisir? Alors, ce que je peux vous dire, les facteurs clés de succès. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a des professionnels qui veulent y aller, on a des professionnels qui ont envie de le faire et qui, pour autant, ont peur ou ne se sentent pas compétents pour y aller. Donc, aujourd'hui, on a mis en place des structures régionales, il y a des personnes financées par des fonds publics qui sont disponibles dans la plupart des régions aujourd'hui, en tout cas, on essaie que ça soit dans la plupart des régions, pour justement accompagner. Donc, par exemple, il y a Fabienne qui est ici, qui vous présentera le COPS en Occitanie, qui existe. Nous, on a l'équivalent en Bretagne, on a une structure régionale d'appui financée par l'ARS, où je suis en binôme avec une patiente partenaire, et où tous les professionnels de la région, qui sont dans une maison de santé pluriprofessionnelle, une fac de médecine, un CH ou un CHU, peuvent nous appeler, nous dire « J'aimerais engager des usagers dans telle démarche, pouvez-vous nous aider à problématiser avec eux, à les identifier, à se former ensemble, etc. » Donc, il existe aujourd'hui des soutiens pour ça. Vous pouvez aujourd'hui solliciter par des fonds publics et des ressources publiques ce genre d'aide. Donc si ça vous intéresse, écrivez-nous pour ça. Deuxième facteur clé de succès important, se former ensemble. On est très peu exercé à la démocratie en santé et à la démocratie tout court. On est habitué justement à une démocratie indirecte, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle on délègue notre pouvoir, donc on ne l'exerce pas justement. Le but de la démocratie en santé, c'est de réinvestir cette partie-là. Troisièmement, ce qu'on voit aujourd'hui quand on vous parle de patients partenaires, c'est une réaction justement aux limites de la représentation des usagers. Donc commencer à la fin par ça, ça va pas être évident, je vais le faire en rapide. Mais globalement, historiquement, on a essentiellement travaillé la démocratie en santé du point de vue des représentants des usagers et des acteurs associatifs. C'est-à-dire des personnes qui venaient porter la voix, porter l'expérience des autres au sein de ces comités de gouvernance pour tenter d'influencer les décisions publiques en santé. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, cette représentation des usagers, elle n'est pas optimale. On n'arrive pas à avoir tous les effets qu'on souhaite avoir avec, notamment parce que pour pouvoir être représentant des usagers, il faut avoir du temps. Donc la moyenne française des représentants des usagers, c'est 68 ans. Donc forcément, il y a déjà un biais en termes de quel type d'enjeux et d'intérêts on fait porter pour changer le système de santé. Deuxièmement, on accompagne très rarement les représentants des usagers et les acteurs associatifs à aller s'ancrer sur le terrain pour ramener autour de la commission des usagers ou du CVS du matériel expérientiel de terrain autour de la table. Et donc ça, c'est un point important, au moins je veux qu'on retienne celui-ci. Un de nos défauts culturels en France, et je le dis parce que je suis franco-canadien, donc je peux comparer d'un pays à l'autre, c'est qu'on a tendance à penser qu'une fois qu'on a élu quelqu'un, qu'il soit président ou représentant des usagers, c'est le même principe, on a tendance à penser qu'après, par essence, il incarne une légitimité permanente. Et qu'une fois qu'il est élu représentant d'usagers, il n'a plus besoin de parler avec les usagers, il peut se balader à la commission d'usagers, donner son avis personnel ou celui de son association, pour à chaque fois participer à de la prise de décision collective. C'est pas ça la démocratie en santé.
La démocratie en santé, c'est j'ai le privilège par ce rôle d'aller, si je sais que dans la CDU, dans 3 mois, on va discuter de la réorganisation du service d'oncologie, mon travail, mais pour ça, il faut que je sois accompagné, c'est justement avec un professionnel d'aller dans le service d'oncologie, d'aller discuter avec les professionnels, d'aller discuter avec les usagers et d'aller discuter avec les associations qui sont dans le service. Et c'était ma dernière. Et de ce fait-là, ce travail d'accompagnement, c'est le même qu'on doit faire dans l'ensemble du système de santé. Ne pas commencer nécessairement par la gouvernance, mais directement par un ancrage terrain, pour lequel il faut être accompagné pour justement pouvoir retrouver notre légitimité d'usager autour de la table. Si on l'a perdu, c'est parce que justement, à certains moments, on était plus dans une posture de défense d'un intérêt restreint, et qu'en face, on ne nous reconnaissait pas justement ce portage d'intérêt général. Merci beaucoup. Merci à tous, et je suis navré d'avoir dû donner cette sensation un peu pudding de vos interventions, mais le but était essentiellement de laisser aussi la parole à chacun d'entre vous, pour éventuellement évoquer des questions, peut-être évoquer aussi des remarques, des points de vue sur cette thématique qui, effectivement, porte sur cette notion d'enjeu stratégique. Karine, peut-être, peut réagir là-dessus, sur la légitimité de la parole qui est portée à partir des RR. C'est un petit peu ce qui est, oui, tu me prends au vif, mais oui, j'en suis convaincue. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'éthique de proximité. En fait, en vous écoutant et juste après ce que nous a présenté Alexandre, je me disais que vraiment, il faut réussir, parce qu'on parle souvent, le terme de maillage est souvent utilisé. En fait, il faut réussir à tricoter les choses ensemble. Donc, c'est comme si on faisait 2 pulls. Je vais prendre une image très simple. Des fois, c'est bien aussi d'être dans les concepts, mais de prendre des images très simples et c'est de faire de tricoter les choses ensemble, parce que finalement, tout ce qui est évoqué depuis tout à l'heure, ça poursuit le même objectif. Je reprends mon histoire d'échelle. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus sur les questions de légitimité. Pardon Michel, mais je souscris. Moi, je veux bien rajouter juste un petit mot pour vous dire, madame, que je suis aussi convaincue de ça. En fait, vous avez développé dans ces structures, c'est vrai, cette capacité d'aller vers et d'écouter du terrain. Et je rappelais récemment à l'ARS de ma région à quel point, effectivement, elle pouvait peut-être s'appuyer sur votre expertise. Parce que je pense qu'effectivement, il n'y a pas, cette nécessité du dialogue, cette nécessité des espaces où les citoyens peuvent à la fois trouver de l'information et à la fois s'exprimer, sont pas si courants que ça. Donc c'est débat citoyen quand on en parle. Alors il y a des instituts qui le font, il y a des mais localement, je trouve effectivement que dans le champ de la santé, vous êtes en tout cas un espace où ça s'est fait en fait, et c'est important qu'on sache s'appuyer dessus. Alors, j'ai oublié un élément de réponse quand même. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais à force de côtoyer les comités d'éthique européens ou les collègues outre-Atlantique, etc., il faut savoir que vous suscitez la plus vive curiosité. Ils sont très très curieux et intéressés par notre modèle français. Alors, un modèle à mettre entre guillemets, parce que tout est perfectible, mais quand même, à chaque fois, il y a beaucoup de questions. Et ils sont admiratifs, je pense qu'on peut utiliser le mot, sur l'état d'avancée. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de publications sur la fin de vie et tout ce qui a été fait, mais bien au-delà. C'est pour ça que je revenais tout à l'heure, j'ai pris le temps de revenir sur les états généraux. Donc, c'est bien aussi de se dire de temps en temps, tiens, on suscite l'intérêt de ce qui est au-delà des frontières. Du point de vue de la participation des usagers, juste pour vous dire, quand on se pose les questions à l'échelle française au niveau institutionnel des différents modes, on ne l'a pas mis en perspective tout à l'heure parce qu'on n'a pas eu le temps, mais je vous pose la question sur le Conseil national de la refondation, quand au ministère de la Santé, on s'est demandé c'est quoi le mode de participation des usagers dans le système de santé pour cette grande consultation. Il y avait 2 choix. Soit on prend des Français représentatifs de la population et on les encapacite, on les monte en capacité par des formations, des week-ends, etc., ce qui se passe souvent dans les conventions citoyennes. C'est-à-dire, on ne prend pas à partir d'un degré spécial de compétence ou d'expérience, on prend n'importe qui, on sait qu'on est capable de monter en capacité sur quelques semaines ou quelques mois ces personnes-là, et donc l'avis qui sortira sera un avis éclairé.
On ne vient pas justement demander l'avenir de tout le monde parce qu'on a donné les moyens on n'a pas juste eu un MOOC d'une demi-heure en ligne, il y a eu un vrai travail. Soit on prend des gens qui sont déjà capables et on prend des leaders associatifs, des acteurs associatifs, des patients partenaires, etc. Et on sélectionne les gens sur la base de ces compétences, mais il y a des garde-fous à mettre en place parce qu'il y a forcément des biais. Deuxièmement, il y en a un troisième, c'est ce qui s'est passé au CNR, c'était on prend n'importe qui, effectivement, tout le monde peut venir, peut participer, mais on ne demande pas aux gens leur analyse sur le système de santé, on part de leur expérience du système de santé. Donc sur votre territoire, c'est quoi la question de l'accès aux soins, de la permanence des soins, etc. On ne vous demande pas votre avis, on ne vous demande pas une solution pour répondre aux défis de la permanence de soins, on vient chercher votre expérience. Parce que grâce à l'expérience, on peut faire quelque chose qu'on a beaucoup, c'est un de nos défauts aussi culturels, c'est qu'en France, on est très bons élèves. Donc, on a du mal à construire une proposition avec les gens. On a tendance d'amener déjà une copie déjà très propre. Donc, on a préparé la copie avant, elle est très très propre, on est un peu fiers, et là, on vient la présenter aux usagers, mais là, une fois que les usagers commencent à rentrer dedans et à dire qu'en fait, il y a un problème de cadrage, alors là, ça énerve tout le monde parce qu'on a passé du temps à faire ce truc-là, puis on est un peu fiers quand même, puis on sait que ça a du sens. Donc là, forcément, déjà, les conditions de la co-construction, elles sont un peu moins bonnes. Donc, le troisième mode que je viens de dire, c'est on prend n'importe qui, mais par contre on s'assure de ne pas demander des solutions, on problématise ensemble à partir de l'expérience de chacun sur le territoire. Et ensuite on va pouvoir répondre ensemble et trouver des solutions. Je me permettrai en tant que juriste d'apporter une petite précision sur ces questions. Effectivement, je crois que le débat est très intéressant au regard d'un mot que vous avez tous, et particulièrement vous, Alexandre, employé à plusieurs reprises, la question de la légitimité. C'est-à-dire que nous sommes sur une structure de construction politique, juridique, démocratique qui, depuis plusieurs siècles, est construite sur la représentativité et par lequel on part avec l'idée qu'il est essentiel de confier la mission légistique, c'est-à-dire de construction de la loi, à ceux qui sont désignés pour cela, sous-entendant ainsi qu'ils en ont les compétences. Aujourd'hui, nous modifions totalement la perspective, c'est-à-dire que, et les réseaux sociaux y participent grandement, chacun est libre de pouvoir exprimer son avis et surtout de le diffuser à grande échelle. Il est donc essentiel de bien observer, avec une certaine prudence finalement, la place de cela, la place de chacun, et j'adhère tout à fait à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que lorsqu'on construit une légistique, c'est-à-dire un travail législatif, une loi, en s'appuyant sur la démocratie en santé, il est très important que l'avis des personnes consultées, quel que soit le mode, le tirage au sort, l'élection, la constitution de ces mini-France dont vous avez parlé, de cette image réduite finalement qui ne sera jamais parfaite, reste sur un travail qui est celui de l'éclairage. L'éclairage que l'on n'a pas forcément en tant qu'expert, en tant que spécialiste, et qui soit vraiment celui dans lequel j'émets mon avis, dans lequel je fais part de ma propre histoire, de ma propre expérience, presque au sens philosophique, de la notion d'expérience. Et qu'en revanche, effectivement, on ne cherche pas à apporter des solutions, ce qui serait, à mon sens, et je pense que les juristes en face de moi, mes éminents collègues seront d'accord, un dévoiement de la notion de démocratie sanitaire. Il faut donc effectivement qu'il y ait quand même une approche très spécifique de ce qui est attendu. Voilà. Mais effectivement, c'était peut-être le point de vue du juriste très légaliste sur la question. Patrick Alvas, Espace Régional Occitanie. Je peux répondre sur le problème de la recherche, Sandrine. Les cohortes radicaux, les cohortes de Rare Disease Cohorts qui ont été fondées, sont des cohortes dans lesquelles il y a à la fois un financement qui est nécessaire pour les chercheurs qui collectent les choses et aussi pour apporter du matériel de réponse aux patients quand ils acceptent, pour certaines d'entre elles, de participer à la chose. Donc ça, c'est une question de conception, de nouveauté dans la conception du projet de recherche et pas dans la participation des associations. Ce n'est pas un problème de démocratie en santé, c'est un problème de rédaction des appels d'offres par nos chères institutions, que ce soit l'université, l'INSERM ou le CNRS. Oui, tout à fait. Je reprends cette idée-là. Je suis allée défendre au GRAM, qui est un espace effectivement que l'INSERM a mis en place pour dialoguer avec les citoyens et en particulier les représentants d'associations de cette question de comment, dans les appels d'offres, penser cette question des espaces d'échange avec les personnes concernées. Donc ici, vous, une association. Et très clairement, c'est sûr qu'une lettre d'engagement qui est juste une lettre d'engagement sans avoir pensé le rôle et la place de chacun ne va pas aller
vers une recherche participative. On est là simplement dans un soutien peut-être moral qui est déjà énorme et qui est déjà montre un intérêt. Et quand vous dites que vous irez leur rendre compte, entre guillemets, c'est bien, mais à la rigueur, pourquoi non pas co-construire ensemble ce retour vers, parce que pour adapter son discours, même si on est très doué en pédagogie, il est bon aussi peut-être de construire ensemble avec justement ces représentants d'associations qui connaissent la population à qui ils s'adressent. Par exemple, ce retour. Ça peut être aussi, si vous avez besoin justement d'échantillons biologiques humains, et vous le savez bien que souvent c'est quand même là-dessus que vous travaillez, peut-être aussi de relire ensemble les documents d'information, de faire relire par cette association. Donc là, déjà, vous voyez bien qu'il y a des travaux qui peuvent être menés, et ça, pour le coup, le GRAM est bien au courant, puisque vous savez qu'à l'INSERM, il y a ce comité des relecteurs qui existe et qui aide justement à penser cette étape-là. Donc voilà, là, c'est des étapes qui sont déjà conçues. Après, dans la clinique, alors j'ai vu des choses beaucoup plus originales. Évidemment, dans les cohortes de patients, si on veut avoir de l'information qui va et revient régulièrement, si par exemple on veut suivre ce qui se passe dans la vie réelle chez les personnes concernées, on ne va pas simplement leur envoyer un mail pour leur demander une information, on va avoir une perte en ligne énorme des patients. Et là, j'ai vu se mettre en place des choses intéressantes sur une communauté qui se met en place autour du projet de recherche. C'est-à-dire comment on va animer cette communauté pour lui donner envie de rester ensemble pour répondre justement à cette enquête, qui est une enquête au long cours et qui nécessite en permanence des allers-retours. Et là, c'est à penser et à réfléchir avec eux, parce que sinon, c'est voué à l'échec. Alors, pour ceux qui s'intéressent, effectivement, aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de programmes en France des DU, donc c'est des structures assez légères ou qui coûtent entre 500 et 1500 €, avec des aides en général, selon où vous êtes, où vous pouvez justement... L'avantage des formations, il faut faire attention, je vous dis les 2 points de vigilance. Le premier, c'est que c'est un réflexe qu'on a culturellement de vouloir avoir un diplôme avant de commencer à faire quelque chose. Donc, ce que ça a comme intérêt, la formation, donc ça c'est notre réflexe culturel, ça fait depuis 2005 qu'au Québec on développe le partenariat avec le patient, il n'y a encore pas un seul diplôme sur le sujet. En France, quand on a commencé, 5 ans après, il y avait déjà 10 DU. Donc c'est pour donner notre réflexe. Donc c'est intéressant les DU pour quelque chose par contre, c'est que ça donne un moment où on sacralise dans son agenda, un moment dédié, où on va essayer d'expérimenter cette relation-là. Donc déjà, pour ceux qui veulent se lancer, privilégiez les DU où vous allez être en usager professionnel. Parce que si ce n'est pas dans ce cadre-là, bienveillant, où vous mettez du temps, vous êtes dans les bonnes conditions, que vous réussissez à travailler en partenariat usager professionnel, il y a assez peu de chances qu'après, quand vous êtes la tête dans le guidon dans la pratique au quotidien, vous y arriviez. Donc ces espaces-là, ils sont à investir pour expérimenter dans de bonnes conditions cette coopération il y a plus de chances qu'on la reproduise après. Et le deuxième élément là-dedans, c'est la question du temps. Regardez la recommandation HAS, on a justement du recul sur le sujet. On dit toujours, oui, mais j'ai pas le temps. La raison principale pour laquelle on fait justement de la démocratie en santé, c'est pour obtenir de la pertinence de l'acte de soin. La plupart des actes de soins, si on prend les malades chroniques, les statistiques en France, c'est entre 45 et 65% d'inobservance au traitement. Quand vous êtes sur des chiffres comme ça, comme on n'a pas le temps, je le fais en rapide, et juste pour vous provoquer, et après on peut en discuter autour d'une bière. Si vous prenez un service dans lequel on est évalué, où 50% des patients sont inobservants à leur traitement, ça veut dire que la moitié des patients qu'on a vus dans le service, on n'a eu soit aucun impact sur leur santé, soit on a eu un impact négatif sur leur santé. Donc quand on se dit que ça se trouve, j'ai vu 15 patients, 20 patients, 25 dans la journée, ça se trouve littéralement, j'ai brûlé la moitié de mon temps dans la journée, à faire des actions qui ne contribuent pas à la santé, ni individuelle, ni collective. Donc quand on se dit, j'ai pas le temps de prendre 2 heures ou 10 heures, etc., mais que j'accumulerai dans l'année le nombre d'heures passées en interaction de soins, mais qui ne permettent pas de répondre adéquatement aux besoins du patient, parce qu'on n'a pas créé les conditions collectives et individuelles d'une réponse à ses besoins, on peut se demander à quel point on a brûlé du temps qu'on ne peut pas consacrer pendant quelques heures pour se prendre du recul sur sa pratique. Donc la question du temps, c'est une question des effets moyen terme et court terme, et on sait qu'on a un biais cognitif à favoriser les intérêts court terme. Donc justement, créons-nous un garde-fou collectif pour justement augmenter la pertinence de nos actes dans le présent. Merci à tous les participants.